Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire les présentations et surtout la présentation d'une équipe cycliste 2022. C'est le début de ces présentations. Donc comme l'année dernière, on va faire la présentation de toutes les équipes World Tour. On fera également toute les présentations des équipes Pro Team, donc de deuxième division. Et puis, on va essayer de faire ça. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je vais essayer de faire également les équipes françaises de troisième division. Je ferai pas toutes les équipes de troisième division. Va pas falloir déconner quand même non plus. Pour les équipes donc Pro Team, on les fera toutes. Toujours le même schéma pour chacune des vidéos. On commencera par parler de leur saison 2021. Ensuite, on reviendra sur le nombre de victoires, notamment. On regardera les transferts pour chacune des équipes. Et puis, on parlera ensuite du bilan, de mon appréciation générale de chacune des équipes. De ce que j'ai aimé, de ce que j'ai un peu moins aimé, de ce que j'aime un peu moins dans l'effectif de ces équipes. On parlera effectif et puis on parlera un petit peu des coureurs que je veux suivre cette année. Et enfin, on terminera par les maillots 2022. Je vous ferai une petite image de chacun des maillots. Voilà, pour la présentation de cette équipe. On commence tout de suite avec AG2R Citroën. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux, c'est très important. Et puis réagissez dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette équipe l'année dernière et surtout ce que vous pensez de l'effectif et ce que vous pensez que cette équipe peut faire également dans cette année 2022. On commence donc avec AG2R. AG2R, la Citroën, pardon, j'allais dire encore la mondiale. Je suis resté planté en 2020, dis donc. AG2R Citroën, c'était la première année d'AG2R Citroën avec ce co-sponsor là, même si AG2R existe depuis l'équipe depuis, le sponsor est dans le cyclisme depuis 2000 et puis avant c'était Casino, donc Casino je crois que c'est 96 les débuts de cette formation, même si entre Casino et AG2R il y avait quelques petites différences on va dire dans la gestion, dans la manière de faire. Ça fait depuis 20 ans, plus de 20 ans que les mecs savent faire au niveau du cyclisme avec des moyens supplémentaires, et ça s'est senti les moyens supplémentaires avec des jeunes qui ont performé, des jeunes notamment de la formation, on va dire AG2R, que ça soit de Chambéry Formation ou également des jeunes qu'ils ont recrutés très tôt, ils ont repéré assez vite le talent. Et puis c'est une équipe qui a réussi à gagner sur les 3 grands tours. Elles ne sont pas nombreuses à avoir fait ça cette saison. Je crois que c'est même la seule. Donc voilà, gagner sur les 3 grands tours, pas mal de victoires sur les World Tours. Malgré au final peu de victoires en tout, parce que AG2R a remporté 7 victoires cette année 2021. Ce qui fait que cette équipe est 17e au classement du nombre de victoires par rapport aux équipes World Tour. Et si on regarde le nombre de victoires en World Tour, elle en a fait 5, ce qui fait que là, dans ce classement-là, elle se retrouve 8e. Et au classement World Tour, qui est ici, elle est AG2R au classement UCI, on va dire, le UCI World Team Ranking. Eh bien, AG2R est 8e, devant Groupama notamment, devant Cofidis, devant Trek, devant Israël. Donc des très très belles formations sont derrière AG2R. C'est dire que cette équipe a quand même plutôt bien performé. Moi, donc on peut regarder ça tout de suite les victoires pour cette équipe AG2R. Je me suis un peu perdu dans tous mes onglets, vous inquiétez pas, je vais me retrouver à un moment. C'est quand même une équipe qui a été plutôt très intéressante AG2R. Moi j'ai vraiment bien aimé la saison de cette équipe.
notamment sur les grands tours, où c'est là où ça a été vraiment très impressionnant. Après, moi j'ai quand même une petite déception avec AG2R, ce sont les classiques flandriennes, où là, je pense qu'il y a eu un petit déficit de performance à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a été un petit peu en difficulté, je trouve, sur les classiques flandriennes. Il y a quand même eu un podium sur le Tour des Flandres, ce qui sauve, on va dire, un petit peu ce bilan, mais je dirais que globalement j'ai quand même été déçu par AG2R, notamment en termes de stratégie. On a eu parfois pas mal de coureurs qui se couraient les uns derrière les autres, et ça c'est aussi un manque d'expérience. Et je l'avais dit l'année dernière que certes il faut avoir des coureurs de talent bons sur les pavés pour emporter les classiques pavés, mais il faut aussi avoir un staff derrière qui ait l'habitude de ce type de course, où il faut savoir improviser, et c'est pas toujours facile pour ce type d'équipe qui, pour les nouvelles équipes, les nouveaux arrivants dans ce type de compétition. On va revenir donc sur les victoires, elles sont au nombre de 12. Vous avez donc le Grand Prix cycliste La Marseillaise, c'était Aurélien Paré-Pinte, c'était en tout début de saison, le 31 janvier. Puis vous avez la 12e étape du Tour d'Italie, donc il faut attendre mai, il y a quasiment eu 4 mois sans victoire. Puis le Tour du Finistère avec Benoît Cosnefroy, la route d'Occitanie avec l'étape numéro 1 pour Andrea Vendrame, Dorian Godon qui a remporté Paris-Camembert, la 9e étape du Tour de France avec Ben O'Connor, Dorian Godon, encore une fois avec le Tour du Limousin, l'étape numéro 2, Benoît Cosnefroy avec la Bretagne classique, Benoît Cosnefroy avec le Tour du Jura cycliste. On n'oubliera pas également l'avant-dernière étape du Tour d'Espagne avec Clément Champouzin, puis Dorian Godon au Tour du Doubs, et enfin Stan de Wulf aux boucles de l'Aulne-Châtelain. C'était le 17 octobre dernier, et également 2 victoires. Mais pour des courses, on va dire juniors, avec la première étape du Tour de Bretagne pour Valentin Retailleau et le petit Tour de Lombardie pour Paul Lapéra, qui font désormais partie de l'équipe. Donc on peut quand même parler de ces victoires-là qui étaient des victoires en espoir. On continue du côté d'AG2R, on va parler des transferts du côté d'AG2R, qui est arrivé, qui est parti. Est-ce que voilà, on a un peu perdu au niveau de l'effectif. Du côté des arrivées, eh bien des jeunes coureurs, notamment Valentin Paré-Pinte, le frère d'Aurélien. On a Paul Lapéra, on a aussi le casse un peu du siècle, je dirais. Du côté des jeunes, c'est Antoine Rogel, on va dire des jeunes dans le domaine franco-français, Antoine Rogel qui était dans l'équipe continentale Groupama FDJ, et puis on a Félix Gall de la DSM, coureur intéressant, je pense, dans un rôle d'équipier. Félix Gall, on essaye quand même un peu de renforcer l'équipe autour de Ben O'Connor. Du côté des départs, on a Tony Galopin qui a rejoint la Trek. Tony Galopin avait fait une bonne première saison chez AG2R, enfin une première saison intéressante, et puis ensuite derrière il a eu du mal avec pas mal de chutes, pas mal de pépins physiques du côté de Tony Galopin, qui aura été un petit peu décevant chez AG2R et qui retourne chez Trek. On a Mathias Franck qui a pris sa retraite. Bon, Mathias Franck qui a eu quand même une très très belle carrière, que ça soit chez AG2R ou dans d'autres formations, notamment chez YAM. Vraiment une belle carrière avec des bons classements, notamment dans les étapes de montagne, mais aussi sur les grands tours au général. Alexis Goujard rejoint BNB Hotel. Ça faisait depuis quelques temps qu'on sentait que la relation entre la direction d'AG2R et Alexis Goujard, ça allait pas très très fort, et que le départ semblait inéluctable. Donc il rejoint BNB, ce qui est peut-être pas plus mal, parce que Alexis Goujard, qui était très prometteur il y a 4-5 ans, aujourd'hui on a du mal à voir où il peut performer. Pourtant très bon baroudeur, mais ça fait depuis quelques temps qu'il est un petit peu en difficulté. Et puis François Bidard qui rejoint la Cofidis, bon équipier François Bidard, mais qu'on a assez peu mis dans les grands tours. Et je pense que c'est ce qu'il voulait avoir, et c'est ce que Cofidis lui promet. Après, bon, Cofidis fait souvent des promesses, notamment avec Cédric Vasseur. Il n'y a pas toujours les résultats derrière. Et puis de départ à la retraite, Julien Duval,
assez jeune pour un départ à la retraite. Et puis Ben Gastower, le luxembourgeois. Je dirais qu'on est plutôt à un équilibre entre les départs et les arrivées du côté de AG2R. On arrive en plus à rajeunir pas mal d'effectifs. Donc ça, c'est toujours très intéressant. On passe tout de suite à l'effectif. Du côté de l'effectif d'AG2R, moi, je trouve que c'est un effectif qui est assez intéressant, avec une équipe plutôt d'expérience sur les pavés, notamment Michael Scher, Greg Van Avermaet, qui sont des coureurs qu'on connaît bien. Vous avez également Venturini, qui est là depuis très longtemps dans ces courses-là, avec De Wolf, avec les frères Nezen. Et puis, vous avez également des jeunes coureurs, notamment en montagne. Je pense à Clément Champoussin, je pense à Aurélien et Valentin Paré-Peintre, qui ont à peu près le même profil, même à Nance Peters. Le seul point faible de cette équipe, je dirais, c'est le sprint, où c'est vrai que l'année dernière, Marc Sarrault n'a pas été exceptionnel, et où Clément Venturini, je pense, est limité dans ce domaine-là. Et Andrea Vendrame, je pense, est maintenant plus un puncher attaquant. Enfin, il a toujours été puncher sprinter, mais je pense qu'il a même délaissé le sprint désormais pour plutôt aller sur le côté puncher baroudeur. Quels sont les coureurs à suivre pour moi dans cette formation, les coureurs que j'attends? Je commence avec Ben O'Connor. Ben O'Connor, très bonne année 2021, avec notamment une 4e place sur le Tour de France. Également présent sur le Dauphiné, où il avait fait 8e, 6e du Tour de Romandie, 4e de la Mont Ventoux dénivelé Challenge. Voilà, il a fait vraiment une très très belle saison avec des bons résultats, 12e de Paris-Nice aussi. Victoire sur l'étape numéro 9 de ce Tour de France, qui lui a permis quand même de revenir dans le match parce qu'il avait perdu pas mal de temps en première semaine. Saison très intéressante d'un coureur qui a changé, il passait d'une équipe, c'était le team, alors quel était son nom ? L'ancien team NTT, voilà, c'était le nom à l'époque, parce que cette équipe a quand même changé pas mal de noms ces dernières années, donc j'avais oublié. Il est passé de NTT, où il avait fait un très bon Giro en 2020. Il arrive chez AG2R, beaucoup d'attentes, on le met en tant que leader. C'est un peu le gros recrutement de l'année du côté du cyclisme, et il a été performant. Il a fait vraiment un très très bon résultat. Moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment très satisfaisant, notamment quand vous voyez sa dernière semaine, où il est présent sur Saint-Lary-Soulan et sur Luzardiden, qui étaient pourtant des étapes difficiles où il pouvait être mis en difficulté. C'est une belle 4e place pour Ben O'Connor, mais ce qui fait que maintenant on l'attend dans le général. Ça reste un coureur jeune. Ben O'Connor, il a 26 ans, donc j'espère qu'il va pas se planter, mais AG2R a bien fait de le prolonger. Ça a été la bonne idée du côté d'AG2R. Et puis maintenant, on va attendre de lui d'être performant sur les grands tours, notamment le Tour de France, où il devrait participer normalement. C'est ce qu'indique Pro Cycling Stats, mais vous savez que du côté de Pro Cycling Stats, il faut se méfier. On est encore qu'au mois de janvier, nous sommes le 4 janvier même, le jour où j'enregistre cette vidéo. On continue avec les jeunes coureurs. Je dirais, il y a la paire Clément Champoussin, Aurélien Paré-Peintre, avec quand même, autant au début de saison l'année dernière, j'avais une petite préférence pour Aurélien Paré-Peintre, autant en fin de saison, j'ai été assez émerveillé par Clément Champoussin, et puis Clément Champoussin est un petit peu plus jeune, Aurélien Paré-Peintre a 25 ans, Clément Champoussin en a 22, 23 même maintenant. Il a fait une très belle Vuelta. Surtout, ce qui est intéressant sur sa Vuelta, c'est qu'il a très bien fini. Ce qui n'est pas toujours facile pour un jeune coureur. Des fois, on est un peu tout feu tout flamme en première semaine, et puis on est un peu en difficulté ensuite. Il a commencé, je dirais, piano sa Vuelta. Et puis au fur et à mesure, la condition physique s'améliorait. Il a fini très fort la saison parce qu'il fait 12e du Tour de Luxembourg, 4e du classement des jeunes, 5e du classement des jeunes du Tour d'Espagne. Il fait 6e du Tour de l'Ain, ce qui était déjà une grosse satisfaction. Donc il a vraiment fait une très très grosse fin de saison, mais il a été performant toute l'année. 2e de la classique de l'Ardèche, 4e du Trofeo Leguela, 3e du classement des jeunes du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il y a un vrai gros potentiel. 4e de la 2e étape du Tour de Romandie aussi.
Donc il y a un vrai gros potentiel chez Clément Champoussin. Chez Aurélien Paré-Pinte aussi, mais peut-être pas en haute montagne chez Aurélien Paré-Pinte. Peut-être plus dans un profil puncher. Moi je l'ai trouvé très bon, notamment cette année, il y avait le Grand Prix La Marseillaise où il avait fait vraiment une très très belle course. Alors moi j'ai vu là il y a quelques jours la Mercantour Classique avec 6 mois de retard, mais il avait été vraiment pas mal sur la Mercantour Classique. Après sur un grand tour, j'ai peur qu'il soit encore un peu tendre. Il fait 15e du Tour de France, ce qui est quand même un bon résultat, mais est-ce qu'il est capable de franchir ce cap supplémentaire, cette petite marche qui est parfois un petit peu compliquée? Ça, ce n'est pas sûr. J'attends aussi Nance Peters, saison 2021 oubliée. Pendant Nance Peters, complètement disparu. Année très difficile. Pas mal de pépins physiques, des problèmes notamment au niveau du genou. Non-participation, il faut le rappeler. Enfin, il a fait non-participation à certaines courses. Il a fait un Tour de France, mais il abandonne assez vite lors de l'étape numéro 9 sous la pluie et la grêle du côté de Tignes. Et puis, l'a très peu vu. Ensuite, après, derrière, il a fait le Tour de Pologne, mais il a été assez inexistant. Tour de l'Ain, assez inexistant aussi. Il abandonne au Tour d'Allemagne, il abandonne au Tour de Doubs. Il n'a pas couru depuis le 19 septembre et le Grand Prix d'Isberg. Ça a été une année très très difficile pour un coureur prometteur. Donc moi j'attends de voir s'il va réussir à se remettre de cette situation-là ou s'il va sombrer comme on a vu d'autres espoirs français sombrer après des années un petit peu difficiles. Je pense notamment à Lilian Calmejane, mais on peut penser à d'autres coureurs qui avaient eu 2 bonnes années, puis après petite blessure. Et ensuite, ils ont complètement disparu. Donc, j'espère que ça n'arrivera pas à Nance Peters. C'est quand même un coureur qui a remporté une étape sur le Giro, une étape sur le Tour de France. Et 2 fois 4e d'étape sur la Vuelta. Donc, c'est quand même un profil très intéressant. Marc Sarrault aussi. J'attends beaucoup de Marc Sarrault. J'ai été déçu par son année 2021. J'étais assez... J'avais beaucoup d'ambition en fait pour Marc Sarrault. Il quittait la Groupama, mais j'avais dit il était un peu bridé par Arnaud Démare. Quand vous avez 2 sprinters, forcément le deuxième, il est toujours gêné par le premier. C'est arrivé avec la triplette Ackermann, Bennett, Sagan, et Bennett était parti de la Bora. Ça arrivait assez régulièrement. On peut penser à Alexander Christophe là qui part du UAE. Voilà, c'est une situation qui n'est jamais facile. Et dans le cas de notre ami Marc Sarrault, je me disais, il arrive chez AG2R, il n'y a personne sur le sprint chez AG2R à part Clément Venturini, donc il ne va pas y avoir une énorme concurrence. Et puis, le problème, c'est qu'il ne s'est pas totalement remis de sa chute du Tour de Pologne. La fameuse chute avec Jacobsen et avec Groenewegen. Et du côté de Marc Sarrault, ça a été un peu compliqué pour lui sur l'année. Il n'y a pas eu véritablement de grands résultats. Il n'a fait aucun grand tour. Lui qui pourtant ambitionnait d'aller sur un grand tour. Il n'a pas été très performant. Et puis il a arrêté sa saison extrêmement tôt, au final en août. Il est dans sa dernière année de contrat chez AG2R. Donc ça serait quand même intéressant d'avoir des résultats parce que sinon ça peut être un peu compliqué pour aller chercher un contrat dans une World Team. Je rappelle aussi qu'il n'a que 28 ans, donc il ne faut quand même pas l'enterrer tout de suite, Marc Sarrault, et que c'est quand même un mec qui a remporté des courses françaises principalement, notamment 3 étapes de l'Étoile de Bessèges, Paris-Bourges, la route Tour-Angèle, le Tour de Vendée, la route à Delhi, mais qui a quand même déjà 12 victoires chez les professionnels et 3 grands tours également. Il n'a jamais fait le Tour de France, c'est peut-être l'objectif cette année, même si du côté des sprinters ça va être un peu compliqué. Et aussi bien entendu je le regarde parce qu'il est de Vierzon et que en tant que berrichon qui se respecte, on regarde tous les berrichons qui courent dans le monde du cyclisme. Bob Jungels, pourquoi? Là aussi, Bob Jungels, année assez compliquée, un peu comme Nance Peters, lui des problèmes à l'artère iliaque, qui a un problème similaire à ce qu'avait eu Pauline Ferrand-Prévot. J'ai quand même trouvé qu'il avait plutôt bien fini sa saison, notamment sur Paris Tour, où il avait été vraiment animateur de la course. Donc moi, j'ai envie de croire à un retour de Bob Jungels aux avant-postes. Malgré tout, il y a toujours ce problème-là. Pour moi, il devra choisir entre soit jouer les grands tours, soit jouer les classiques. J'ai l'impression
qu'on a plutôt tendance à lui faire jouer les classiques et pourquoi pas les grands tours en tant qu'équipier ou baroudeur, mais pas en tant que leader, ce qui pouvait être le cas à une époque. Bon, après, ça c'est un choix de carrière, mais il va devoir choisir entre soit la montagne, soit les sprints. Et puis je termine avec Cosnefroy. Dans les coureurs à suivre, pourquoi Benoît Cosnefroy? Parce que très grosse fin de saison 2021 où il a enchaîné quand même les très très bons résultats à partir du mois de mai, notamment la victoire sur le Tour du Finistère. Ensuite, il avait fait également un Tour de France peut-être un peu plus en difficulté, mais il avait fait une bonne polynormande. Je rappelle que sur le Tour de France, il essayait d'avoir de la condition physique pour les Jeux Olympiques. Ça a un peu merdé de ce côté-là, on va pas se mentir, mais ensuite il a très très bien fini la saison. Polynormande, deuxième. Troisième du classement de la montagne du Tour du Limousin, vainqueur de la Bretagne classique, du Tour du Jura, troisième des championnats d'Europe de la course en ligne. Cinquième de la dernière étape du Tour de Luxembourg, deuxième de l'étape numéro 3, quatrième des Trois-Vallées Varésines, 19e des championnats du monde, en ayant fait un énorme travail aussi pour Julien Alaphilippe. Donc il a très très bien fini, à lui de continuer sur cette voie dans les mois et les semaines à venir pour Benoît Cosnefroy. Pour finir, on passe au maillot, ça sera la photo de la miniature je pense même. Maillot de la saison 2022, il n'y a pas de surprise, c'est le même que le maillot de la saison 2021. Prenez les deux, c'est un peu le jeu des 7 erreurs. Voilà, avec toujours AG2R, Citroën, la mondiale. Moi, je trouve que c'est un maillot qu'on remarque, dans le peloton. C'est ça qui est intéressant avec ce maillot AG2R. Il y a des maillots où vous avez 35 maillots noirs ou avec du rouge, c'est infernal entre le maillot de la Bahreïn, le maillot d'Arkea, enfin vraiment c'est très compliqué dans un peloton. Là, celui-là, on le repère facilement et on repère bien les coureurs et les sponsors. Donc je trouve que voilà, c'est du bon boulot. Et pourquoi changer un design qui fonctionne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux également, à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, une prochaine présentation. Et on quittera les équipes françaises pour aller du côté du Kazakhstan et de Astana qui retrouve une ambiance beaucoup plus kazakh avec le retour d'Alexandre Vinokourov. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.